Alors, la valeur ajoutée du tiers dans ces démarches, ou pour accompagner effectivement les, les personnes avec lesquelles on travaille à construire leur démarche, euh, eh ben, mon point de vue maintenant, c'est vrai que ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur ces questions-là, de construction de projets collectifs, de démarches collectives, et ainsi de suite. Elle m'a amené à bien comprendre une chose et à faire un chemin pour passer d'une posture qui était la posture que je pensais qu'il fallait avoir au début, et qui est souvent celle qu'on attend, qui est la posture d'expert, à une autre posture, qui est la posture de facilitateur. Voilà. Alors, c'est pas si simple que ça, puisque d'une part, comme je le disais, nos interlocuteurs, ils nous positionnent comme des experts. Ils attendent de nous qu'on se positionne comme des experts. Et puis pour nous, c'est rassurant de se positionner comme des experts, parce que quand on est dans le champ de l'expertise, on sait ou on ne sait pas, ou on sait plus ou moins bien, mais on peut dire, voilà, c'est comme ça, croyez-moi, parce que je maîtrise ce sujet. Pour nos interlocuteurs, eux, ils attendent d'être rassurés, ils attendent de nous qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, quel plan d'action ils doivent construire, comment ils doivent s'y prendre pour faire ceci ou cela, comment ils doivent mobiliser tel ou tel acteur, ou comment ils doivent mener leurs entretiens, construire leurs questionnaires, ou ainsi de suite, ou nommer leur groupe, que sais-je. Voilà. Et en fait, tant qu'ils sont dans cette posture-là, eh ben, c'est pas leur démarche. C'est-à-dire qu'eux-mêmes restent finalement passifs dans la démarche en attendant qu'un tiers, expert, leur dise ce qu'ils doivent faire. Et quand nos interlocuteurs, chefs de projet ou cadres dirigeants, chapeautant le chef de projet dans une collectivité, sont eux-mêmes dans une posture d'expert vis-à-vis des directeurs, des directrices des autres services, de leurs collègues, du CHSCT, ainsi de suite, eh bien je dirais de la même manière, chacun reste passif en attendant que quelqu'un donne la bonne parole et dise voilà ce qu'il faut faire, mais tout en sachant bien que personne ne sera d'accord pour le faire, puisque ça vient de quelqu'un qui nous dit à nous ce qu'on doit faire. Et donc il faut arriver à quitter complètement cette position d'expert, et c'est pas simple. Parce que ça veut dire qu'il faut lâcher prise, finalement, sur le contenu. Et qu'il va falloir, à l'inverse, serrer, entre guillemets, maîtriser, tenir des processus. C'est-à-dire la façon dont les gens vont travailler, mais pas le résultat de leur travail. Voilà. Et d'accepter de les laisser produire ce qu'ils souhaitent produire, de leur faire confiance et de savoir que de toute façon, la production, elle sera bonne, elle sera pertinente, parce qu'ils ont la compétence de leur contexte, de leur situation, de ce qui bloque, de ce qui fonctionne. Parce qu'ils ont des connaissances, parce qu'ils ont construit des projets, et ainsi de suite, et donc il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas à construire celui-là. Et donc, voilà, si je résume cette position de facilitateur, c'est être expert, du coup, des processus, si on garde une seule expertise, mais lâcher complètement sur le fond et sur ce que les groupes vont produire. Sur la question, effectivement, de savoir si, malgré tout, on va pas voir parfois sur le fond, ou si on corrige des fois un petit peu la trajectoire, oui, effectivement, on y va parfois. Alors, c'est vrai qu'il faut pouvoir maîtriser le fond pour pouvoir s'en détacher. Parce que si on ne le maîtrise pas, on ne peut pas s'en détacher. Donc ça, c'est certain qu'il faut effectivement savoir de quoi on parle, bien évidemment. Par contre, et donc effectivement, parfois, on a le sentiment, c'est une intuition, c'est un sentiment, c'est aussi le résultat de notre expérience, qu'un groupe est en train de partir, d'avoir choisi une proposition qui est un cul-de-sac, ou d'explorer effectivement une solution qui risque de ne pas aboutir. Bon. Alors, dans la façon d'intervenir, en tant qu'expert, on leur dirait que c'est un cul-de-sac et qu'il faut nous croire parce qu'on a l'expérience qui nous permet de le savoir. Et si on reste dans notre position de facilitateur, eh ben on va les questionner à la fois pour savoir pourquoi est-ce qu'ils veulent prendre cette direction. Et puis en fait, par eux-mêmes, ils vont effectivement se rendre compte sans doute que ça ne fonctionne pas, que c'était soit quelque chose qui leur paraissait plus facile, plus simple, mais en ayant bien conscience que c'est pas sûr que ça fonctionne, par exemple. Donc on va les amener eux-mêmes à faire le diagnostic finalement, et à être en conscience, à revenir en conscience pour se remettre se décaler un petit peu et repartir effectivement dans une direction ou éviter d'explorer une solution qui n'aboutirait pas. Bon, dans le pire des cas de figure, il arrive aussi qu'on puisse explorer des situations qui ne produisent pas et que ceci soit un préalable pour pouvoir ensuite explorer une situation qui produira mais qu'on n'aurait pas pu faire dès la première fois. Bon. Il y a un autre point qui me paraît important. Donc, en tant que prestataire externe, on a en général un interlocuteur interne qui est un chef de projet.
On peut en avoir deux, hein, un binôme entre un chef de projet qui peut être un préventeur, ou une psychologue, un cadre RH, et puis quelqu'un à la direction générale. Voilà. Et ce binôme-là permet de faire le lien avec le comité de direction ou le comité de pilotage, par exemple. Eh bien, nos partenaires, chefs de projet internes, on a aussi un travail à faire avec eux qui, en général, ne nous est pas demandé au démarrage, dans les consultations ou dans les demandes. Mais c'est un travail qui est fondamental. Eux se positionnent comme experts. Alors, en général, ils sont positionnés comme chefs de projet de par leur expertise ou leur positionnement dans l'organigramme. Comme je le disais, responsable santé-sécurité, responsable QVT, psychologue machin, médecin de prévention ou des RH. Et il faut arriver à les faire basculer eux aussi dans une position qui va être une position de facilitateur. Et pour eux, il y a une source, je dirais, de complications supplémentaires, c'est qu'ils sont en interne et qu'ils gardent leur casquette d'expert à côté de responsable RH ou responsable prévention et qu'ils doivent donc être capables de passer d'une casquette à l'autre à des moments différents. Voilà. Et donc on a tous un travail pour les accompagner là-dedans et pour leur faire comprendre que eux non plus ne doivent pas décider du fond de ce que les groupes produisent, que eux aussi doivent faire confiance au groupe sur leur capacité à produire des choses pertinentes, qu'ils doivent faire confiance à leur direction, sur le fait que la direction aussi arrivera à accueillir ce travail et à en faire quelque chose, et que tout notre boulot consiste à préparer, à débloquer à l'avance tout ce qui peut bloquer, à faciliter. Et donc par exemple, le travail sur la composition des groupes de travail, il est important. Le travail sur la façon dont les résultats vont être communiqués, et ainsi de suite. Le fait de les allers-retours que eux vont faire en interne entre tous les interlocuteurs pour savoir comment tel travail a été reçu ou pas. Pendant là-dessus, les choses vont dans le bon sens, où là, il y a des petits blocages. Ah, il va falloir qu'on appelle machin, qu'on aille voir truc, qu'on prenne ses pieds pour expliquer un truc qui n'a pas été compris. Voilà. Et ça, c'est du travail de facilitation interne. Une fois que ça c'est compris, que c'est intégré, et bien du coup, on est nous dans un rapport complètement différent avec le chef de projet. Et on le met parfois dans nos propositions quand on sent qu'il y a la maturité chez le demandeur, de dire que notre travail consistera aussi à faire un binôme avec le chef de projet, ou un trinôme avec le chef de projet et un membre de la direction qui porte le projet et qui fera l'intermédiaire avec le reste de l'équipe de direction et qui permettra de préparer les copiles. Et à ce moment-là, eh bien, il y a un espace de discussion aussi qui se crée, en général à 3 personnes ou 4 éventuellement, aussi avec une DRH, si elle n'est pas déjà l'une des 2 premières personnes. Et ce travail, c'est un travail à nouveau de facilitation du process général. Voilà. Une fois que cette relation elle est enclenchée, du coup, c'est vrai que ça déclenche et que ça ouvre énormément de marges de manœuvre nouvelles.